Il y a quelque chose, dans une voiture en panne à 2 heures du matin, qui vous pousse à remettre en question chaque décision de votre vie. Je suis assise sur le bas-côté de l'autoroute 231, regardant la vapeur s'échapper du capot de ma Jeep comme la fumée d'un dragon en colère lorsque des phares apparaissent. La Porsche Vintage s'arrête derrière moi, féline comme un prédateur. La portière du conducteur s'ouvre et en sort une déesse blonde en jean de marque et veste en cuir qui coûte probablement plus que mon loyer mensuel. Même dans la faible lueur de l'autoroute, ses yeux verts captent mon attention comme des émeraudes. Problème de moteur? Sa voix a ce léger accent du sud qui provoque d'étranges remous dans mon estomac. Ouais, elle me fait des misères depuis des semaines. Hmm. Je fais un geste impuissant vers le tas de ferraille créate fumant. Je m'appelle Fiona, au fait. Isabelle? Elle me tend une main à la manucure parfaite. Ça vous dérange si je jette un œil? Je m'attends à ce qu'elle appelle une dépanneuse ou me propose de me ramener. Au lieu de ça, elle soulève mon capot et se penche sur le moteur comme si elle savait ce qu'elle faisait. Le clair de lune attrape les mèches argentées dans mes cheveux alors que je la regarde travailler. Votre durite de radiateur est fichue, annonce-t-elle en sortant la lampe torche de son téléphone. Heureusement pour vous, j'ai toujours du matériel d'urgence. 20 minutes plus tard, elle a les coudes d'écoutent dans mon moteur, ses cheveux blonds attachés avec un élastique qu'elle a emprunté à mon poignet. Il y a quelque chose d'incroyablement séduisant chez une femme qui sait réparer les choses de ses propres mains. Vous vous y connaissez en mécanique? J'observe en essayant de ne pas fixer la façon dont son jean moule ses courbes quand elle se penche. Mon ex était mécanicien, j'ai appris quelques trucs. Elle lève les yeux avec un sourire qui fait rater un battement à mon cœur. Avant de comprendre que je préférais des mains plus douces, c'est de meilleures des conversations. Le sous-entendu flotte dans l'air entre nous, lourd comme l'humidité. Quand elle se redresse, s'essuyant les mains sur un chiffon, nous sommes bien plus proches que deux inconnus ne devraient l'être le togue. Essayez de la démarrer, dit Isabelle sans s'éloigner. Le moteur tourne comme une horloge. Dans le silence soudain qui suit, je réalise à quel point ce moment sur le bord de la route est devenu intime. Je vous dois un petit déjeuner, dis-je, ne voulant soudainement pas que cette rencontre se termine. Je connais un endroit. Son sourire devient enjoué. Sauf si vous êtes du genre à disparaître au lever du soleil. Pas d'habitude. Je croise son regard directement. Mais vous pourriez bien valoir une entorse à mes règles. Elle rit, un rire riche et chaleureux. Suivez-moi, exploratrice urbaine. Voyons voir quels ennuis nous pouvons trouver avant le matin. Alors que je suis ses feux arrière vers le centre-ville endormi de Montgomery, je réalise que ma nuit de panne vient de devenir la chose la plus intéressante qui me soit arrivée depuis des mois. Quelque chose me dit qu'Isabelle Powell va complètement bouleverser mon monde si soigneusement ordonné. Le diner où elle m'entraîne est un de ces rades ouverts 24 heures sur 24 où se rassemblent routiers et insomniaques. Mais en la regardant commander un café avec l'assurance de quelqu'un qui possède la nuit, je commence à penser qu'un monde bouleversé n'est peut-être pas si mal. Le Waffle House sentait le graillon et les promesses. Isabelle se glisse dans la banquette en face de moi, ses yeux verts étudiant mon visage comme si j'étais un artefact rare qu'elle envisageait pour sa collection. Alors, qu'est-ce que vous explorez? Demande-t-elle, ses doigts enroulés autour d'une tasse de café fumante. Des lieux abandonnés? De vieilles usines? Des théâtres? Des hôpitaux? Je me penche en avant, observant son expression passer d'un intérêt poli à une fascination sincère. Des endroits où les histoires ont été laissées derrière? Vous les photographiez? International verktu chaussée, tia son je coxais pongeant mon téléphone, lui montrant des images des coins oubliés de Montgomery. Cette usine textile a fermé en 92. Regardez comment la lumière traverse les vitres brisées. Elle prend mon téléphone, faisant défiler les photos avec une intensité qui accélère mon pouls. Son pouce trace l'écran comme si elle touchait les murs eux-mêmes. C'est incroyable, souffle-t-elle. Votre façon de capturer la beauté dans le délabrement, c'est comme de l'archéologie à travers un objectif. La plupart des gens pensent que je suis folle de ramper dans des bâtiments dangereux. La plupart des gens manquent sans d'imagination. Elle lève les yeux, soutenant mon regard. Je collectionne de l'art, Fiona. Ce ne sont pas juste des photographies, ce sont des documents historiques, de la poésie urbaine. La serveuse remplit nos cafés sans qu'on le lui demande. Dehors, Montgomery commence à s'éveiller, mais dans cette cabine, le temps semble suspendu.
J'ai une proposition, dit Isabelle en se penchant en avant. J'ouvre une nouvelle galerie le mois prochain. Je veux exposer votre travail. Ma tasse de café se fige à mi-chemin de mes lèvres. Vous m'avez rencontré, lads, il y a 3 heures. Parfois, on reconnaît la qualité quand on la voit. Sa voix se fait plus basse, plus intime. Et puis, j'ai un excellent instinct pour les gens qui valent la peine d'être connus. Elle fait glisser une carte de visite sur la table. Isabelle Powell, acquisition d'art. L'adresse est dans le quartier des Arts chic de Montgomery. Il y a un endroit que je veux vous montrer d'abord, m'entends-je dire. Si vous êtes sérieuse au sujet de l'exploration urbaine, à quel point sérieuse? Suffisamment pour violer une propriété privée, pour se salir? J'étudie sa manucure parfaite, sa veste de créateur. Vous êtes sûre d'être prête pour mon genre d'aventure? Son sourire devient prédateur. Ma belle, tu n'as pas la moindre idée de ce dont je suis capable. 2 heures dan en d'heures plus tard, je guide Isabelle à travers une brèche dans le grillage qui entoure les anciens moulins de Riverside. L'usine textile abandonnée s'étend devant nous comme une cathédrale de rouille et de rêves brisés. Mon Dieu, murmure-t-elle en sortant son propre appareil photo. À l'intérieur, la lumière du matin filtre à travers les fenêtres brisées, illuminant des décennies de graffiti et la nature reprenant ses droits sur l'espace industriel. Isabelle se déplace dans les ruines avec une grâce surprenante, ses bottes coûteuses naviguant parmi les débris comme si elle était née pour ça. La lumière ici est parfaite, je murmure en ajustant les réglages de réglages de mon appareil. Quand je regarde à travers le viseur, Isabelle se positionne contre un pilier strié de rouille et d'ombre matinale. Le contraste entre sa beauté polie et le délabrement brut qui l'entoure crée quelque chose d'électrique. Comme ça? Demande-t-elle en se cambrant légèrement. Clic. La photo capture quelque chose que je n'attendais pas. Une vulnérabilité sous sa confiance, une sauvagerie sous sa sophistication. Parfait. Je souffle en baissant l'appareil. Nous sommes seuls dans cette cathédrale de l'abandon et soudain, l'espace entre nous semble chargé d'une énergie qui dépasse la simple création. Elle s'approche, assez près pour que je puisse sentir son parfum se mêler à l'air poussiéreux de l'usine. Fiona, dit-elle doucement, sa main se levant pour toucher ma joue. Avant que je ne puisse penser, avant que je ne puisse rationaliser, je l'embrasse. Des lèvres douces, tendres d'abord, puis plus profondes alors qu'elle répond. Ses mains s'emmêlent dans mes cheveux au reflet d'argent, d'un seul arrêt d'argent, et pendant un instant, le monde entier se réduit à cela. La bouche d'Isabelle, le goût du café et quelque chose d'indéfinissable et de doux, le battement de mon cœur résonnant contre les murs abandonnés. Quand nous nous séparons, toutes deux à bout de souffle, ses yeux verts sont plus sombres, plus intenses. Ce n'était pas prévu, je chuchote. Les meilleures choses ne le sont jamais. Elle recule, rajustant sa veste, mais son sourire promet que c'est loin d'être fini. Alors, pour cette exposition, 2 semaines plus tard, je suis dans la galerie d'Isabelle, vêtue de la seule robe que je possède, regardant le tout Montgomery de l'art examiner mes photographies comme s'il s'agissait d'artefacts anciens. L'entrepôt reconverti brille avec ses sols en béton poli et son éclairage sur rail qui donne à mes images de délabrement urbain un air presque sacré. La photographe capture l'entropie comme une renaissance, dit un critique d'art à son compagnon en désignant ma photo du plafond effondré de l'usine textile. De l'archéologie urbaine à son apogée. Isabelle apparaît à mes côtés dans une robe de cocktail noir qui m'assèche la bouche. Nerveuse? Terrifiée? J'admets. Regarder des inconnus bien habillés débattre du mérite de mon travail autour d'un verre de vin et de petits fours, ce n'est pas vraiment mon univers. Tu es la star ce soir. Ses doigts effleurent les niques, effleurent les miens, envoyant une chaleur le long de mon bras. Fais-moi confiance. La galerie se remplit de l'élite culturelle de Montgomery, des collectionneurs, des artistes, des mondains qui pensent probablement que l'exploration urbaine consiste à visiter des antiquaires. Mais ils achètent mes faux photos, des points rouges apparaissant à côté des cadres plus vite que je ne peux le réaliser. Fiona Foster? Une voix tranchante traverse la foule. Je me retourne pour voir une brune, tout en marque de luxe foncer vers nous, le visage tordu de fureur. Le corps d'Isabelle se raidit à côté de moi. Maria, dit prudemment Isabelle, qu'est-ce que tu fais ici? Je soutiens l'art local, évidemment.
Le sourire de Maria aurait pu fendre le verre. Bien que je sois surprise que tu continues à jouer les mécènes pour les causes perdues. L'insulte me frappe comme une gifle. Isabelle s'avance, sa voix baissant jusqu'à un murmure dangereux. Ne fais pas ça et... Quoi? Elle devrait savoir à qui elle a affaire. Les yeux de Maria me parcourent aliments avec dédain. Combien de temps avant que tu ne t'ennuies et que tu passes à ton prochain projet? 6 mois? 3? Ça suffit, dis-je en m'interposant. Je ne connais pas votre histoire, mais ce n'est pas l'endroit. Maria rit. L'histoire? Ma chérie, Isabelle collectionne les gens comme elle collectionne l'art. De belles choses brisées, de belles choses brisées à exposer jusqu'à ce que quelque chose de plus brillant apparaisse. La foule autour de nous fait semblant de ne pas écouter tout en ne perdant pas une miette. Le visage d'Isabelle est devenu pâle, ses mains serrées le long de son corps. Sors, dit Isabelle doucement. Avec plaisir. Maria rejette ses cheveux en arrière. Profite bien de la lune de miel, la photographe, ça ne dure pas. Elle s'éloigne d'un pas sec, laissant un silence dans son sillage. Isabelle s'excuse et se dirige vers la sortie arrière de la galerie. Je la suis et la trouve sur le toit terrasse, agrippée à la balustrade, comme si elle essayait de ne pas tomber. Elle a tort, dis-je en venant me placer à ses côtés. Vraiment? La voix d'Isabelle se brise. Peut-être que tu devrais savoir dans quoi tu t'embarques. Alors dis, Thanas, dis-moi. Les lumières de Montgomery scintillent en contrebas tandis qu'Isabelle parle, ses mots sortant par bribes, à propos de Maria, de relations qui ont mal fini, de sa réputation d'aimer intensément et de partir soudainement. Je ne veux pas blesser les gens, murmure-t-elle, mais j'ai l'impression que c'est tout ce que je fais. Peut-être que tu n'as juste pas rencontré la bonne personne pour qui rester. Elle se tourne pour me regarder, le clair de lune attrapant les larmes dans ses yeux verts. Et peut-être que tu vaux mieux que quelqu'un comme moi. Je tends à la main, prenant son visage entre les miennes. Laisse-moi en décider. Cette fois, quand nous nous embrassons, c'est désespéré, affamé. Ses bras s'enroulent autour de moi, me tirant contre elle, alors que des mois de distance prudente s'effondrent en quelques secondes. Les lumières de la ville se brouillent, tandis que sa bouche descend le long de ma gorge, ses mains s'emmêlant dans mes cheveux. Chez toi ou chez moi? Souffle-t-elle contre mon oreille. C'est plus près chez moi. Je parviens à dire. Nous passons à peine la porte de mon appartement qu'elle me plaque contre le mur, son corps chaud et insistant contre le mien. Les vêtements disparaissent en une traînée vers la chambre, où le clair de lune entre par mes fenêtres, peignant des motifs argentés sur sa peau. Quand elle me touche, quand je la touche en retour, les mots cruels de Maria se dissolvent en un bruit dénué de sens. Il n'est qu'il y a que ça. Les allaitements doux d'Isabelle, la cambrure de son dos, la façon dont elle murmure mon nom comme une prière. Plus tard, enchevêtrée dans les draps, et l'une dans l'autre, sa tête sur ma poitrine, je pense que peut-être les choses brisées peuvent trop de même trouver un moyen de s'emboîter. Reste, je murmure dans ses cheveux. Pour ce soir? Pour aussi longtemps que tu le voudras. Elle lève la tête, étudiant mon visage dans l'obscurité. Ça pourrait être plus long que tu ne le penses. Bien, dis-je en la serrant plus fort. Je ne vais nulle part. Mais alors même qu'elle se blottit contre moi, je ne peux me défaire du sentiment que quelque chose d'aussi parfait pourrait être trop fragile pour durer. Dehors, Montgomery dort, ignorant que 2 femmes viennent de réécrire les règles de leur vie prudente et séparées. 3 semaines de routine idyllique avec Isabelle Monramoli. Café au lit le matin, promenades en galerie le soir, des nuits qui se fondent dans l'aube. Mais ce soir, elle me guide le long d'une échelle de maintenance rouillée dans le système de métro oublié de Montgomery. Le faisceau de sa lampe de poche danse sur des décennies de délabrement urbain. Tu es sûr de ton coup? Je chuchote en la suivant plus profondément sous terre. Le réseau de tunnels s'étend sur des kilomètres, explique-t-elle, sa voix résonnant sur les murs en béton. La plupart des gens ne savent même pas qu'il existe. Le quai de métro abandonné s'étend devant nous comme un décor de cinéma, avec son carrelage vintage et ses publicités fantomatiques pour des produits qui n'existent plus depuis 30 ans. Isabelle se déplace dans l'espace avec une confiance surprenante, ses bottes coûteuses naviguant parmi les débris comme si elle avait déjà fait ça. Comment connais-tu cet endroit? Je demande en ajustant les réglages de mon appareil pour la faible luminosité. Des recherches. Elle s'arrête près d'un pilier, passant ses doigts sur un graffiti délavé. Ça fait des mois que je documente les espaces cachés de Montgomery.
Il y a quelque chose dans sa voix, un mélange de fierté et de secret. Quand elle retrousse sa manche pour essuyer la poussière du mur, j'aperçois de l'encre sur son avant-bras, une délicate rose des vents tatoués, rien à voir avec l'image polissée de galeriste qu'elle présente à un monde. Je ne savais pas que tu avais des tatouages, dis-je en m'approchant. Elle se raidit, rabaissant sa manche. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi. Avant que je puisse répondre, des bruits de pas résonnent depuis l'entrée du tunnel, des bottes lourdes, plusieurs paires, se déplaçant avec détermination. Les yeux d'Isabelle s'écarquillent dans le faisceau de la lampe. Patrouille de sécurité, siffle-t-elle en me prenant la main. Par ici. Nous sprintons plus profondément dans le réseau de tunnels, nos pas martelant les murs. Derrière nous, des voix crient des ordres, des faisceaux de lampes balayant l'obscurité. Isabelle me tire dans une étroite alcôve de maintenance juste au moment où les gardes tournent au coin. L'espace est à peine assez grand pour nous deux. Je suis pressée contre son dos, sentant son cœur battre à travers sa veste. Ses cheveux sentent le shampoing cher et la poussière souterraine. Nous retenons notre souffle alors que les bottes passent à quelques centimètres de notre cachette. Le quai est vide, annonce un garde. Ça devait être des rats. Ils continuent sur leur chemin, leur voix s'évanouissant au loin, mais Isabelle ne bouge pas pour quitter notre abri exigu. Au lieu de ça, elle s'appuie contre moi, son corps chaud et solide dans mes bras. On l'a échappée belle, je murmure contre son oreille, de très près. Elle se tourne dans l'espace étroit, me faisant face. J'aurais dû être plus prudente. Dans l'obscurité, son visage est à quelques centimètres du mien. Le danger, l'adrénaline, l'intimité de notre cachette, tout se combine en quelque chose d'électrique. Quand elle lève la main pour toucher ma joue, je ne me dérobe pas. Fiona, souffle-t-elle, puis nous nous embrassons à nouveau, avec urgence et faim, dans le noir souterrain. Ses mains trouvent l'ourlet de ma chemise, ses doigts traçant des motifs sur ma peau. Je veux me perdre dans son contact, mais quelque chose me taraude. Comment connaissais-tu vraiment cet endroit? Je demande quand nous nous séparons. Elle s'immobilise. Que veux-tu dire? Tu te déplaçais dans ces tunnels comme si tu en avais cartographié chaque centimètre. Ce ne sont pas des recherches superficielles. Pendant un long moment, elle ne répond pas. Puis elle soupire, son front posé contre le mien. Je venais ici pour réfléchir, quand les choses se compliquaient. Sa voix a une gravité que je ne lui avais pas entendue auparavant. Après Maria, après que d'autres relations aient mal tourné, ces tunnels sont devenus mon refuge. Un refuge contre quoi? Contre les attentes, contre le fait d'être la galeriste parfaite, la parfaite dame du Sud. Elle rit amèrement. Ici, je pouvais juste être moi-même. Je comprends ce sentiment, le besoin d'espace où l'on peut se défaire de son personnage public et respirer. C'est peut-être ce qui nous attire toutes seules les deux dans les lieux abandonnés. Montre-moi, dis-je. Elle me conduit plus loin, vers une section où quelqu'un a installé un camp improvisé. Chaise de camping, lanterne à piles, pile de livres d'art. Un sac de couchage roulé dans un coin suggère que ce n'est pas juste une destination d'un jour. Tu as vécu ici? Pas vécu? Juste de passage quand j'ai besoin de disparaître? Elle donne un coup de pied dans un pot de peinture, révélant du matériel d'artiste. Parfois, je peins ici, des trucs abstraits, rien à voir avec les pièces de la galerie. La vulnérabilité dans son aveu me serre la poitrine. Cette femme sophistiquée qui règne sur la scène artistique de Montgomery, se cachant sous terre pour créer en secret. Je peux les voir? Elle hésite puis retire une bâche couvrant plusieurs toiles. Les peintures sont brutes, émotionnelles, des explosions de couleurs et de textures qui parlent de douleur et de désir. Elles ne ressemblent en rien à l'élégance contrôlée qu'elles montrent au monde. Elles sont incroyables. Je souffle. Elles sont honnêtes. Elle s'assied lourdement dans la chaise de camping, peut-être trop honnête. Je m'agenouille à côté d'elle, couvrant sa main de la mienne. L'honnêteté n'est peut-être pas quelque chose dont il faut se cacher. Elle croise mon regard et je vois quelque chose changer. Des murs qui tombent, des masques qui glissent. Je n'ai jamais montré ça à personne. Je suis honorée. Le poids de sa confiance s'installe entre nous. Dans ce sanctuaire souterrain, entouré de son art secret, je réalise qu'Isabelle Powell est bien plus complexe que la galeriste assurée que je pensais connaître. Et cette complexité, cette profondeur cachée, ne fait que me donner encore plus envie de la connaître. Le matin après notre aventure souterraine, Isabelle est assise à la table de ma cuisine, fixant une pile de factures comme s'il s'agissait de condamnation à mort. Son assurance habituelle s'est fissurée, révélant quelque chose de brut en dessous.
La galerie perd de l'argent à flot, dit-elle sans lever les yeux. J'ai tout investi dans l'espace, l'éclairage, le vernissage. Maintenant, j'ai à peine de quoi payer le loyer. Je sers le café, regardant ses épaules porter un poids que je n'avais pas remarqué auparavant. C'est grave à quel point? Grave au point de tenir 6 mois, peut-être moins. Elle rit amèrement. Il s'avère qu'être passionné par l'art ne fait pas automatiquement de vous une bonne femme d'affaires. La vulnérabilité dans son aveu me fait mal. Cette femme qui semblait tout maîtriser est en train de se noyer dans les dettes et je vois la panique qu'elle essaie de cacher. Il doit y avoir une solution, dis-je en m'asseyant à côté d'elle. Il y en a une. Sa voix tombe à un murmure. Mais tu vas me prendre pour une folle? Elle sort son téléphone et me montre une vidéo granuleuse de 2 femmes dans un ring improvisé, échangeant des coups vicieux sous les acclamations d'une foule, des combats clandestins, à mains nues et brutaux. Isabelle, non. Les bourses sont bonnes, vraiment bonnes. Ses yeux verdes sont maintenant désespérés. Un combat pourrait me faire gagner 3 mois, quelques victoires d'un pourrait sauver, tu aurais sauvé la galerie. Tu pourrais te blesser gravement. Je pourrais tout perdre de toute façon. Elle serre mes mains. Je faisais de la boxe à l'université, je sais me protéger. L'idée d'Isabelle montant sur ce ring, de poings heurtant son visage parfait, me rend physiquement malade. Mais je vois la détermination dans ses yeux, la même indépendance farouche qui m'a attirée vers elle. Si tu fais vraiment ça, dis-je prudemment, tu ne le feras pas seul. L'entrepôt où se déroulent les combats ressemble à n'importe quel autre bâtiment industriel de Montgomery de l'extérieur. À l'intérieur, c'est le chaos pur, des rings de fortune, des paris, des femmes qui se jaugent un pépé un nom comme des prédatrices. L'air est épais de sueur et d'agressivité. Tu es sûre de toi? Je demande une dernière fois à Isabelle. Elle a enfilé un short de sport et un code en castor et un mot de sport, ses cheveux blonds sévèrement tirés en arrière. Elle a l'air plus petite, sans son armure de galeriste, plus vulnérable, mais il y a de l'acier dans sa colonne vertébrale. Il est trop tard pour douter maintenant. Son adversaire, Sarah, est une montagne de muscles, avec des bras comme des troncs d'arbres. Elle combat sur ces circuits clandestins depuis des années, et son palmarès en témoigne. Isabelle, elle, a l'air d'une mondaine qui se serait égarée dans le mauvais quartier. Powell contre Martinez, annonce le speaker. 5 rounds, 8 000 $ pour la gagnante. La foule se presse autour du ring, les billets changent de rendement au gré des paris. Je voudrais attraper Isabelle et m'enfuir, mais elle passe déjà entre les cordes. Le premier round est une leçon brutale. Sarah fonce sur Isabelle comme un train de marchandises, décochant des crochets qui mettraient la plupart des gens KO. Mais Isabelle est plus rapide qu'elle n'en a l'air, esquivant les pires coups avec la grâce d'une danseuse, plaçant des jabs rapides qui piquent, mais n'arrête pas la femme plus massive. Bouge, bouge! Je crie depuis le bord du ring, ma voix se perdant dans le vacarme. Au deuxième round, Isabelle trouve son rythme. Ses années de boxe à l'université refont surface. Elle commence à déconstruire Sarah avec des combinaisons, restant à distance pour profiter de son allonge. Le bruit de la foule change. Les gens réalisent que la blonde sait peut-être ce qu'elle fait. Au quatrième round, les 2 femmes sont ensanglantées et épuisées. L'œil gauche de Sarah commence à se fermer, mais elle a placé assez de coups au corps pour ralentir Isabelle. Chaque coup qui atteint les côtes d'Isabelle me fait tressaillir comme si je l'encaissais moi-même. Le dernier round est une question de cœur, de pure volonté. Sarah lance tout ce qui lui reste, des coups sauvages qui mettraient fin au combat s'ils touchaient leur cible. Isabelle les esquive presque tous, puis place un uppercut parfait qui fait tomber la femme plus grande à genoux. Vainqueur! Powell. La foule explose alors qu'Isabelle titube vers le coin où je l'attends avec des serviettes et de l'eau. Sa lèvre est fendue, sa joue gauche déjà violacée, mais elle sourit comme si elle venait de conquérir le monde. Je l'ai fait, allait-elle en s'appuyant contre moi. Tu l'as fait. Je nettoie le sang sur sa bouche, essayant de ne pas penser à quel point elle a failli être sortie d'ici sur une civière. 8 000 $? Plus que ça. Et elle regarde la foule, dont certains parlent déjà de la programmer pour le prochain combat. Ça pourrait marcher, Fiona, ça pourrait tout sauver. La décharge d'adrénaline la frappe sur le chemin du retour.
Elle se blottit contre moi sur le siège passager, redescendant de l'euphorie de la victoire et de la violence. Quand je la porte jusqu'à mon appartement, elle semble si fragile dans mes bras, malgré ce que je viens de la voir accomplir. Promettez-moi quelque chose, je lui dis en soignant ses coupures. Quoi? La prochaine fois, préviens-moi avant de signer pour te faire refaire le portrait. Elle rit, puis grimace sous la protestation de sa lèvre fendue. Marché conclu, mais Fiona. Oui, il y aura une prochaine fois? La certitude dans sa voix me terrifie, mais je la comprends aussi. Ce soir, elle a découvert quelque chose en elle, quelque chose de féroce et d'intransigeant. La façade de la galeriste a disparu, remplacée par quelqu'un prêt à saigner pour ses convictions. Alors que je glace ses phalanges enflées, je réalise que je suis en train de tomber amoureuse des deux versions d'Isabelle Powell, la marchande d'art raffinée et la combattante clandestine. La question est de savoir si je suis assez forte pour aimer quelqu'un qui est prêt à tout risquer, y compris elle-même. 3 jours après son premier combat, Isabelle rentre à la maison comme si elle s'était battue 10 rounds contre un mur de briques. Son œil droit est complètement fermé par l'enflure. Ses mouvements sont soigneusement contrôlés pour ne pas aggraver des côtes fêlées. La voir boiter en passant ma porte me noue l'estomac. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je demande en l'aidant à s'asseoir sur le canapé. Une séance d'entraînement qui a mal tourné. Elle grimace quand je soulève son t-shirt pour examiner les hématomes violets qui s'étendent sur son torse. L'autre combattante ne savait pas quand s'arrêter. C'est de la folie. Isabelle, regarde-toi. Je vais bien. Mais sa voix manque de conviction et quand je sonde doucement le long de ses côtes, elle a un hoquet de douleur. Tu vas à l'hôpital? Pas d'hôpitaux? Sa prise sur mon poignet est étonnamment forte. Il pose trop de questions. Alors je joue à l'infirmière, nettoyant ses coupures et appliquant des poches de glace pendant qu'elle serre les dents. Sous la lumière de la salle de bain, les dégâts semblent encore pires. Son beau visage est une carte de la violence. Chaque échymose un rappel du danger de la voie qu'elle a choisie. Pourquoi as-tu infligé ça? Je demande en tamponnant doucement un antiseptique sur une coupure au-dessus de son sourcil. Elle reste silencieuse si longtemps que je pense qu'elle ne répondra pas. Puis elle parle, sa voix, à peine un murmure. Mes parents m'ont renié quand je leur ai annoncé mon homosexualité. Ils ont dit que j'étais une déception pour le nom de la famille. Son œil valide fixe le carrelage de la salle de bain. J'ai passé des années à essayer de prouver que je pouvais réussir par moi-même. Et te faire démolir prouve quoi, au juste? Ça prouve que je n'abandonne pas quand les choses deviennent difficiles. Elle croise mon regard dans le miroir. Tout le monde dans ma vie a fini par m'abandonner à un moment ou à un autre. Maria, ma famille, d'autres femmes qui ont décidé que j'étais trop compliquée. La douleur brute dans sa voix est plus tranchante que n'importe quelle blessure physique. Je pose l'antiseptique et me tourne pour lui faire face. Je ne vais nulle part, dis-je fermement. Tu n'en sais rien. Si, je le sais. Elle commence à protester, mais je la fais taire avec un baiser assez doux pour ne pas irriter sa lèvre fendue. Quand nous nous séparons, des larmes coulent sur ses joues. J'ai peur, admet-elle, pas de me battre, mais de te perdre. Alors arrête de me donner des raisons de m'inquiéter de te perdre. Cette nuit-là, je l'aide à se mettre au lit, disposant des oreillers pour soutenir ses côtes blessées. Elle a l'air petite et vulnérable contre les draps blancs, bien loin de la combattante féroce qui monte sur les rings clandestins. Reste avec moi, demande-t-elle. Toujours. Je me blottis à côté d'elle en faisant attention de ne pas la bousculer. Dans l'obscurité, elle me parle de son enfance. Une famille riche du Sud, des écoles privées, le poids écrasant des attentes. Comment la boxe, à l'université, a été sa première vraie rébellion, son premier goût de quelque chose qui n'appartenait qu'à elle. La galerie devait être mon nouveau départ. Murmure-t-elle contre mon épaule, une façon de construire quelque chose qui ait du sens. Elle peut encore l'être. Pas si je suis fauchée. Son rire est amer. Pas si je suis trop brisée pour la diriger. Je lui caresse les cheveux, sentant le tremblement de son corps qui n'a rien à voir avec la douleur, mais tout à voir avec la peur. Cette femme forte et indépendante s'effondre dans mes bras, et tout ce que je peux faire, c'est la maintenir entière. On trouvera une solution, je te le promets, mais plus de combat tant que tu n'es pas guérie. Elle ne répond pas, mais sa respiration se régularise peu à peu alors que le sommeil l'emporte. Je reste éveillée, écoutant son souffle, cataloguant chaque coupure et chaque échymose, chaque endroit où la violence a marqué son corps.
Quand je finis par m'endormir, je rêve de ring, de foule et du visage d'Isabelle tordu par la douleur. Je me réveille avant l'aube, vérifiant qu'elle respire encore, qu'elle est toujours là, entière, à côté de moi. Le matin apporte le café et les gestes tendres alors que je l'aide à prendre sa douche, mes mains prudentes autour de ses blessures. Sous l'eau chaude, tandis que le savon lave les dernières surtraces de sang séché, elle a l'air presque fragile. Merci, dit-elle alors que je l'enveloppe dans des serviettes. Pourquoi? De ne pas être partie en courant? De prendre soin de moi quand je ne peux pas le faire moi-même? Plus tard, alors qu'elle est assise à la table de ma cuisine, parcourant les papiers de la galerie avec son œil valide, je vois sa mâchoire se crisper avec cette détermination familière. Les bleus passent déjà du violet au jaune, et je sais que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle soit prête à se battre à nouveau. Il y a un autre match la semaine prochaine, dit-elle sans lever les yeux. Une plus grosse prime. Isabelle, je sais ce que tu vas dire. Elle croise enfin mon regard. Mais c'est le seul moyen que je connaisse pour sauver ce qui compte pour moi. Ce qui compte pour elle, la galerie, son indépendance, son estime de soi. Je veux lui dire que rien de tout cela n'a d'importance si elle est trop brisée pour en profiter. Mais je vois l'acier revenir dans sa colonne vertébrale, la combattante ressurgir sous les blessures. Alors je serai là, dis-je simplement. Tu n'es pas obligé de regarder. Si, je le suis. Je m'assois à côté d'elle, prenant sa main non blessée dans la mienne. Si tu dois t'infliger ça, tu ne le feras pas seule. La gratitude dans ses yeux vaut chaque instant de terreur que je sais que je vais endurer en la regardant combattre. Le combat pour le championnat se déroule dans un autre entrepôt. Plus de monde, des enjeux plus élevés. 20 000 $ pour la gagnante, assez pour sauver la galerie d'Isabelle et bien plus encore. Mais son adversaire est Maxine, le marteau, Rodriguez, invaincu en 37 combats clandestins, avec la réputation de briser des carrières. Elle est si bâtie comme un tank, je murmure en regardant Maxine s'échauffer dans le coin opposé. Les épaules de cette femme sont plus larges que celles de la plupart des hommes, ses poings, de véritables marteaux. J'ai étudié ses vidéos, dit Isabelle en sautillant sur place. Elle est forte mais lente. Je peux la battre au point si je reste intelligente. La foule de ce soir est différente, plus méchante, plus affamée. La rumeur s'est répandue au sujet de la galeriste blonde qui a fait des ravages dans la division. L'argent coule à flot au gré des cotes, la plupart misant sur la championne. Dernière chance de renoncer? Je dis à Isabelle alors qu'elle passe entre les cordes. Pas question. Ses yeux verts sont froids comme l'hiver. Ça se termine ce soir, d'une manière ou d'une autre. La cloche du début sonne comme un glas funèbre. Maxine avance tel un boulet de démolition, lançant des bombes qui sifflent près de la tête d'Isabelle. La foule rugit à chaque coup manqué, assoiffée de sang et bruyante. Isabelle danse, pique, bouge. Son jab atteint sa cible à plusieurs reprises, faisant basculer la tête de la championne en arrière. Mais Maxine continue d'avancer, coupant les angles du ring, cherchant le coup unique qui mettrait fin à tout. Troisième round, le désastre. Isabelle se retrouve coincée contre les cordes et Maxine se déchaîne. Des coups au corps qui sonnent comme des détonations, des crochets qui font plier les genoux d'Isabelle. Je crie son nom, mais elle ne peut pas m'entendre par-dessus le rugissement de la foule. Reste debout, bouge, bouge. D'une manière ou d'une autre, elle survit au round, mais elle est blessée. Du sang coule de son nez et son bras gauche pend légèrement plus bas que l'autre. Le médecin l'examine entre les rounds, le visage sombre. Je peux continuer, insiste Isabelle, bien que sa voix soit pâteuse de douleur. Le 5e round est une guerre totale. Les deux femmes sont épuisées, fonctionnant à l'instinct et à l'adrénaline. L'œil de Maxine se ferme sous les jabs d'Isabelle, mais elle a placé assez de coups puissants pour rendre les mouvements d'Isabelle lents et laborieux. À 30 secondes de sur la fin, Maxine jette tout ce qui lui reste. Un crochet du droit qui décapiterait la plupart des gens. Isabelle l'esquive de quelques millimètres et contre avec un uppercut qui soulève la championne du sol. Maxine s'effondre lourdement, ses jambes emmêlées sous elle. L'arbitre commence à compter. L'entrepôt devient silencieux, à l'exception des chiffres, qui résonnent sur les murs en béton. 8, 9, 10, la foule explose alors qu'Isabelle titube vers le centre du ring, son bras levé en signe de victoire. 20 000 $ et le championnat clandestin, acheté avec du sang et de la détermination. Mais alors que je monte sur le ring pour l'embrasser, des sirènes hurlent au loin.
Quelqu'un a prévenu la police et ils approchent rapidement, rapidement. Descente de flics, crie quelqu'un et le chaos éclate. La foule se disperse comme des cafards quand les lumières s'allument. Isabelle attrape son sac de sport et nous courons vers la sortie de secours, poussés par 50 autres personnes se dirigeant vers la même porte. Derrière nous, des lampes de poche et des ordres criés signalent l'arrivée des forces de l'ordre de Montgomery. Par ici, allait Isabelle en me tirant dans une ruelle derrière l'entrepôt. Nous sprintons à travers les rues secondaires de Montgomery, l'adrénaline l'emportant sur l'épuisement. Le son des radios de la police s'estompe à mesure que nous nous éloignons. Finalement, nous nous effondrons derrière une benne à ordures à 3 pâtés de maison de là, le souffle court. C'était juste, je souffle. Trop juste. Le visage d'Isabelle est déjà en train d'enfler, mais ses yeux brillent de victoire. Mais on a réussi. Et maintenant, elle sort le chèque de la gagnante de son sac, 20 000 $ qui représentent le salut et la liberté. Maintenant, on disparaît un moment, le temps que ça se calme. L'ironie de la situation ne m'échappe pas. Nous nous cachons comme des criminels, mais Isabelle vient de gagner assez d'argent pour sauver ses rêves. Le monde clandestin dont elle a fait partie est violent et dangereux, mais il lui a aussi donné quelque chose de précieux, le pouvoir de contrôler son propre destin. C'est fini, dit-elle soudain, me surprenant. Fini? Les combats. C'était mon dernier match. Elle touche délicatement son visage tuméfié. J'ai prouvé ce que j'avais à prouver, surtout à moi-même. Un soulagement m'inonde comme une vague chaude. Tu es sûre? Certaine. Elle s'appuie contre moi, son corps chaud malgré la fraîcheur de la nuit. J'ai la galerie, je tais-toi, j'ai assez d'argent pour repartir à zéro. De quoi ai-je besoin de plus? De quoi, en effet? Assise dans cette ruelle, attendant que le danger passe, je réalise que nous avons tous les deux mené nos propres batailles. Les siennes, littérales, les miennes, émotionnelles, mais d'une manière ou d'une autre, au milieu de la violence et du chaos, nous avons trouvé quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Rentrons à la maison, dis-je. Quelle maison? La nôtre. Le mot flotte entre nous comme une promesse. Notre maison, notre avenir, notre choix d'arrêter de fuir ce que nous avons trouvé ensemble. Quand nous nous levons enfin pour quitter cette ruelle, nous n'échappons pas seulement à la police. Nous marchons vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous appartient entièrement. Le refuge est la cabane d'un ami d'Isabelle à une 50aine de kilomètres de Montgomery, assez profondément dans les bois de l'Alabama pour que les sirènes de police ressemblent à de lointains souvenirs. Pendant 3 jours, nous sommes restées discrètes pendant que les nouvelles de la descente de police tournaient sur toutes les chaînes locales. Cette arrestation, y compris le promoteur, lit Isabelle sur son téléphone, blottie contre moi sur le vieux canapé de la cabane. Ils disent qu'ils recherchent par manche plusieurs combattants qui se sont échappés. Y compris toi? Peut-être, difficile à dire avec les photos d'identité judiciaire qu'il montre, son visage a suffisamment guéri pour que le pire de l'enflure soit parti, ne laissant que de légères ecchymoses jaunes autour de son œil gauche. Heureusement que je combattais sous un pseudonyme. La cabane semble être un monde à part de nos vraies vies. Pas de pression de la galerie, pas de délai pour mes explorations urbaines, juste Isabelle et moi jouant à la vie de couple dans un isolement rustique. Elle est différente ici, plus douce, comme si le personnage de la combattante n'était qu'un autre masque qu'elle a appris à enlever. Qu'est-ce qui se passera quand on rentrera? Je demande, passant mes doigts dans ses cheveux blonds. On recommence à zéro? Elle se redresse, sortant une enveloppe de son sac. Ma lettre d'admission à l'école d'art est arrivée hier. Bourse complète pour le Savannah College of Art and Design. Mon cœur fait quelque chose de compliqué, un mélange de fierté et de panique. Savannah est à 4 heures de route. Je n'ai pas encore accepté. Mais tu en as envie? Elle reste silencieuse, un long moment, fixant la lettre comme si elle contenait les réponses à des questions qu'elle n'a pas encore appris à poser. Pendant des années, j'ai essayé de prouver que je pouvais réussir dans le monde de l'art par pure détermination, mais peut-être que j'ai besoin d'apprendre comment le faire correctement. La vulnérabilité de son aveu me serre la poitrine. Cette femme qui semblait avoir tout compris cherche encore sa place dans le monde. Et la galerie? Je la vends. L'argent du combat me donne assez pour payer les dettes et repartir à neuf. Elle croise mes yeux. La question est de savoir si tu veux repartir à neuf avec moi. L'offre flotte entre nous comme un pont que j'ai peur de traverser. Montgomery est ma maison, mon territoire, la source de toutes les photographies de délabrement urbain qui commencent enfin à être reconnues.
Mais Isabelle me demande de la choisir elle au détriment de tout ce qui m'est familier. J'ai aussi reçu une offre, je m'entends dire, un partenariat avec un collectif de photographes de Birmingham, un revenu stable, des opportunités d'exposition, de vraies perspectives de carrière. Birmingham est encore plus loin de Savannah que Montgomery. Je sais. Nous restons en silence, chacune tenant nos avenirs séparés comme des cartes menant à des destinations opposées. Dehors, le soir s'installe sur les bois de l'Alabama avec une sorte de paix qui rend les grandes décisions possibles. Peut-être qu'on aborde mal le problème, dit finalement Isabelle. Peut-être qu'au lieu de choisir entre nos rêves séparés, on devrait trouver comment construire quelque chose ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu veux dire, elle se lève et se dirige vers la fenêtre de la cabane qui donne sur le lac. Et si on saisissait les deux opportunités? Tu documentes les espaces urbains à Birmingham pendant que j'étudie à Savannah. Les week-ends, les vacances, les étés ensemble. Et après mon diplôme, on choisit une ville où nos deux carrières peuvent s'épanouir. La longue distance que manquement, ce n'est pas facile. Te regarder te battre pour de l'argent non plus, mais on a survécu à ça. Elle se retourne vers moi avec un sourire qui est à la fois espoir et défi. Et puis, l'absence attise le désir, non? Cette nuit-là, alors que nous faisons nos valises pour retourner à Montgomery, je surprends Isabelle en train de glisser quelque chose de petit dans la poche de sa veste. Quand je lui pose la question, elle rougit et change de sujet, mais j'en aperçois assez pour reconnaître une boîte à bijoux. Le trajet de retour vers la ville ressemble à la traversée vers une autre vie. La radio diffuse du jazz doux tandis que la silhouette de Montgomery grandit à l'horizon et je réalise à quel point nous avons tous les deux changé en quelques mois seulement. L'exploratrice urbaine, effrayée et la galeriste désespérée ont évolué en quelque chose de plus fort, de plus complet. Il y a quelque chose que je dois te dire, dit Isabelle alors que nous arrivons devant mon immeuble. Quoi? J'ai acheté ça avant le combat pour le championnat. Elle sort la petite boîte en velours, ses mains tremblant légèrement. J'allais attendre le bon moment, mais peut-être qu'il n'y a pas de moment parfait. À l'intérieur se trouve une simple alliance en or blanc, sortie d'un petit diamant qui capte la lumière des lampadaires comme un éclat d'étoile capturé. Mon souffle se coince quelque part entre la surprise et une joie immense. Fiona Foster, dit-elle, sa voix maintenant stable malgré les larmes dans ses yeux verts, veux-tu m'épouser? La question résonne dans le silence de la voiture. Il y a 6 mois, j'étais une photographe solitaire explorant des bâtiments abandonnés. Ce soir, la femme que j'aime m'offre un avenir que je n'avais jamais osé imaginer. Oui, je murmure. Puis plus fort. Oui, absolument oui. Elle glisse la bague à mon doigt avec des mains tremblantes et elle me va parfaitement, comme si elle avait toujours été destinée à être là. Quand elle m'embrasse, son baiser a le goût des promesses et des nouveaux départs, de toutes les aventures que nous n'avons pas encore vécues. Alors, Savannah et Birmingham? Je demande contre ses lèvres. Pour l'instant, jusqu'à ce qu'on trouve notre endroit pour toujours? Et après? Après, après Bessend, on construira quelque chose de magnifique ensemble. Alors que nous portons nos sacs dans l'appartement que nous allons bientôt quitter, je réalise qu'Isabelle a raison à propos du timing. Il n'y a pas de moment parfait pour l'amour, seulement le courage de le reconnaître quand il se présente. 6 mois plus tard, la lettre d'acceptation d'Isabelle à l'école d'art est encadrée sur le mur de notre nouvel atelier commun qui surplombe le centre-ville revitalisé de Montgomery. L'entrepôt abandonné que nous louons est tout ce dont nous rêvions. Au bout d'au plafond, une lumière naturelle et assez d'espace pour ses chevalets et mon équipement de photographie. Le collectif de Birmingham me commande 3 pièces supplémentaires pour leur exposition d'hiver. Je lui annonce en raccrochant le téléphone. On dirait que documenter la décrépitude et le renouveau trouve un véritable écho chez les gens. En parlant de renouveau, dit Isabelle en reculant d'une toile qui immortalise l'usine textile où nous nous sommes embrassés pour la première fois. J'ai eu des nouvelles du Conseil des arts de Montgomery. Ils veulent me commander une série sur la transformation de la ville. L'ironie ne nous échappe pas, nous trouvons toutes les deux le succès en documentant les lieux mêmes qui nous ont réunis. Les peintures d'Isabelle ont évolué bien au-delà de ses œuvres brutes et underground de l'époque où elle se cachait encore. Aujourd'hui, elle vibre d'énergie et d'espoir des paysages urbains transformés par sa vision unique. Des nouvelles de Savannah?
Je demande, bien que je connaisse déjà la réponse à la légère crispation autour de ses yeux. Ils ont encore repoussé la date limite pour les décisions d'admission. Elle pose son pinceau, s'essuyant les mains tachées de peinture sur une serviette. Une partie de moi se dit que je suis folle de ne pas sauter sur une bourse complète. Et l'autre partie? L'autre partie n'a pas envie de quitter ce que nous avons construit ici. Ce que nous avons construit ici est remarquable, un partenariat aussi professionnel que personnel. Le sens des affaires d'Isabelle m'a se aidé à fixer le juste prix pour mon travail et à trouver les bonnes galeries. Mes soins en compétences en documentation ont donné à ces toiles un contexte historique que les collectionneurs adorent. Nous sommes devenus le duo de choc improbable de la scène artistique de Montgomery. Il y a autre chose, dit-elle en sortant une enveloppe à l'aspect officiel. La ville veut classer notre atelier monument historique. Il nous propose un bail à long terme et des fonds pour la rénovation. C'est une nouvelle incroyable. À une condition, ils veulent que nous documentions le processus de restauration et que nous créions une exposition permanente sur la renaissance urbaine de Montgomery. Une exposition permanente, ça veut dire rester en permanence. Ça veut dire choisir Montgomery plutôt que d'autres opportunités. Ses yeux verts sondent mon visage. Es-tu prête à faire ce choix? La question flotte entre nous comme la lumière du matin filtrant à travers les fenêtres de l'entrepôt. Il y a 6 mois, nous fuyions tous les deux des choses différentes. Elle, les dettes et l'échec, moi, l'engagement et les liens. Aujourd'hui, on nous offre la chance de nous enraciner dans un lieu qui est devenu véritablement le nôtre. Il y a quelque chose que je dois te montrer d'abord, je lui dis en la conduisant dans un coin reculé de l'atelier où je travaille sur un projet secret. Sous une toile éclaboussée de peinture, j'ai rassemblé une série de photographies qui retracent notre parcours. La panne sur l'autoroute 231, le premier vernissage d'Isabelle, nos moments clandestins dans des tunnels oubliés, le combat de championnat qui a tout changé. Chaque image raconte une partie de notre anecdote et de notre histoire, mais ensemble, elles créent quelque chose de plus grand. Une lettre d'amour à la ville qui nous a réunis et à la femme qui a transformé mon monde solitaire. C'est nous, souffle Isabelle en étudiant les images avec la même intensité qu'elle met dans son propre art. C'est notre histoire à Montgomery et je veux continuer à l'écrire. Quand elle se tourne vers moi, des larmes coulent sur ses joues. Alors, on reste? On reste. On va se marier. On va construire quelque chose de permanent. Je prends ses mains tachées de peinture dans les miennes. Sauf si tu préfères t'enfuir dans une école d'art et me laisser ici à photographier des bâtiments vides. Jamais. Elle m'embrasse, un baiser doux et résolu. D'ailleurs, j'ai appris tout ce que j'avais à savoir sur l'art en te regardant trouver la beauté dans les lieux en ruine. L'église abandonnée où nous célébrons notre mariage 3 mois plus tard est la même que celle de notre premier vrai rendez-vous. Une structure néo-gothique vouée à la démolition jusqu'à ce que notre campagne pour la sauver réussisse. Isabelle remonte l'allée entre les bancs délabrés, vêtue d'une simple robe blanche et du collier de perles de sa grand-mère, et je me dis qu'il n'y a jamais rien eu de plus beau que de la voir me choisir, encore une fois. Je t'aime, mon exploratrice urbaine, murmure-t-elle alors que nous échangeons nos alliances. Je t'aime aussi, mon artiste clandestine. Le baiser qui scelle notre union a le goût des promesses tenues et des aventures à venir. Notre petit groupe d'amis, propriétaires de galeries, photographes et un ancien combattant clandestin occasionnel nous acclament alors que nous redescendons l'allée ensemble. Depuis les marches de l'église, nous pouvons voir l'horizon de Montgomery changer une fois de plus. Les nouvelles constructions se mêlent aux monuments historiques, le progrès en équilibre avec la mémoire. Les fenêtres de notre atelier captent la lumière de l'après-midi comme un phare, marquant l'endroit où 2 femmes ont trouvé l'amour dans les ruines de leur vie séparée. Prête à rentrer à la maison, Madame Foster Powell? Demande Isabelle, utilisant notre nom nouvellement composé pour la première fois. Montre-moi le chemin, Madame Foster Powell. Alors que nous traversons les rues familières de Montgomery en direction de notre entrepôt, je réalise que parfois, les plus belles aventures ne consistent pas à s'échapper vers de nouveaux lieux, mais à apprendre à voir la magie là où l'on se trouve déjà. Isabelle m'a appris qu'abandonner ne veut pas dire oublier, que les choses brisées peuvent être belles et que l'amour peut éclore dans les endroits les plus inattendus. Ce soir, nous allons célébrer notre mariage.
Demain, nous continuerons à documenter la transformation de Montgomery, capturant la danse éternelle entre la décrépitude et le renouveau. Mais pour l'instant, avec ma femme à mes côtés et notre avenir qui s'étend devant nous comme une carte inexplorée, je suis exactement là où je dois être.